Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc, très heureux de vous retrouver pour ce vendredi 8 mars 2019. Alors comme vous avez pu le voir, la BCE a ressorti son bazooka en annonçant bien des nouveaux TLTRO, ce qui était clairement anticipé. Alors ils débuteront ceci en septembre jusqu'à mars 2021, il me semble-t-il. Alors j'ai toutes ces informations-là. De toute façon, enfin, on va voir ça dans un tout petit instant. On a également une extension des taux d'intérêt bas au niveau actuel, au moins jusqu'à la fin de l'année. On a des prévisions économiques revues à la baisse. Bref, on a clairement une BCE qui s'est montrée plus dovish que ce que les dovish espéraient. Donc clairement, l'euro a perdu 100 pips hier. Il a même fait un plus bas depuis juin 2017, un 11,67 dollars me semble-t-il. Bref, on est venu passer sous un 12 pendant quelques heures. Faut-il dorénavant vendre l'euro-dollar? Eh bien, c'est la question dont je vais essayer de répondre après le disclaimer que je vous invite à prendre connaissance. Donc, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour, moi j'espère que vous allez bien, Brice, Pascal, Gérard que je salue également. Alors Brice qui nous dit ça y est, pour moi tout est bon à la descente sur les indices. Et bien enfin. Alors descente, et ce que ça va être la descente tout en bas. Voilà, ça va être quelle descente finalement, vous voyez. euh, c'est ça dont personne ne sait pour le moment. On a tous notre opinion, mais voilà, personne n'a de boule de cristal. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 2821, eh bien, ça a été une résistance assez importante. Alors qui parmi vous est à la vente sur les indices? Est-ce qu'il y en a qui sont à la vente sur voilà, le DAX ou le S&P, ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont à la vente? N'hésitez pas à me le dire. En attendant, bon, on le voit très clairement, aversion au risque, hier, les indices, c'est baissier, Nasdaq moins 1,20%. Donc le VIX, il n'y a pas de panique. Par contre, faut garder à l'esprit, il n'y a pas de panique, puisque le VIX, il prend 5%. Alors c'est une poursuite de la hausse. La veille, on avait eu 6%, je vous rappelle. Mais voilà, on n'a pas un mouvement non plus violent, d'accord? On n'a pas de flash crash. Donc pour un moment, on a de la baisse, mais la baisse pourrait s'accentuer. Les mouvements baissiers, bon, ça peut aller vite. Vous savez que la baisse est généralement beaucoup plus rapide que la hausse sur les indices, sur les marchés actions. Ce matin, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a le gold qui est en forte hausse. Pourquoi le gold est en forte hausse? Alors que on a la version risque, mais c'est surtout aussi, enfin, c'est également aussi parce qu'on a le DXY a atteint son plus haut niveau depuis 2018. Donc sous résistance, le dollar est donc le DXY est donc en baisse. Et c'est pour cela, on va le voir tout de suite, que l'euro-dollar m'intéresse à court terme, je dis bien à très court terme, à l'achat. Voilà, on va voir ça dans un petit instant. Nikkei, moins 2,01%, MSCI Asie Japon, moins 1,58%, bref, baisse des indices assez généralisée. Rien de surprenant finalement, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend ce scénario-là. Au niveau des attentes, alors, rapport à NFP, voilà, c'est le rapport NFP aujourd'hui qui sera le focus. D'ailleurs, j'organiserai un webinaire spécial NFP qui commencera à 14h15, me semble-t-il, puisque le NFP c'est 14h30. Séminaire en ligne. Webinaire NFP, 14h15, voilà, donc 15 minutes avant le NFP. Je vous invite à me rejoindre pour ce webinaire. Vente indice US, la chute n'est pas terminée. Alors, la chute pour moi n'est pas terminée. Vous connaissez de toute façon mes prévisions. D'ailleurs, on va y passer tout de suite. Ou alors, est-ce qu'on passe tout de suite par l'euro-dollar parce que c'est vraiment du court terme. Alors, on va faire juste l'euro-dollar si vous voulez bien et ensuite je passe sur les indices parce que là, mon scénario haussier c'est sur du très court terme. Alors, l'euro-dollar, on se remet dans un contexte où en hebdo, on est en train de passer sous la bande inférieure de Bollinger. Donc ça, c'est si on vient clôturer en dessous de la bande inférieure de Bollinger qui est à 1,1246, ça serait une information particulièrement négative sur du moyen et long terme. Surtout qu'on avait un squeeze avant, donc ça serait assez mauvais. Depuis l'été dernier, on a un rebond du momentum. En journalier, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a vous voyez, une baisse assez importante. Maintenant, regardez un petit peu price rate of change, donc taux de changement sur un jour. Et je vais ajouter à cela des bandes de Bollinger que je vais mettre sur du long terme. À quoi ça va servir en fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe
lorsqu'on a le cours, d'accord, l'euro-dollar, qui, pendant un jour, eh bien, a une disparité, enfin, fait un mouvement violent. Donc, pour essayer de voilà, repérer les mouvements violents, alors c'est vraiment très relatif, hein. Des mouvements violents pour moi ne seront pas forcément violents pour vous, enfin, voilà. Mais en tout cas, on va essayer de voir, lorsqu'on a un mouvement important sur la paire au dollar, qu'est-ce qui se passe le lendemain. Donc là, on a eu, d'accord, la baisse. Donc, hier, BCE. Le 2 janvier, regardez, là on clôture à l'extérieur, hein, de la bande de Bollinger et quart type 2, donc ça arrive que très peu de temps, hein, c'est le même principe, hein, 90% du temps, même 95 on va dire, le taux de changement doit être compris entre les bandes, et compris entre les bandes. Regardez qu'est-ce qui se passe. Baisse, lendemain on a une hausse. Baisse, lendemain on a une puissante hausse. Baisse, bon là pour le coup on avait une baisse importante. Baisse, on avait petite baisse. Baisse, hausse. Voilà, donc là, baisse importante également. Qu'est-ce qu'on a le lendemain? Alors, on a une poursuite de la baisse, ensuite on a un rebond. Là, qu'est-ce qu'on a? On va faire l'inverse. On a une hausse très très importante. Qu'est-ce qu'on a le lendemain? On a une baisse. Hausse, hausse. Hausse, hausse également. Hausse, baisse. Et là, hausse, baisse. Et voilà, je pense qu'on va pas tous les faire non plus. Mais vous voyez que là, pas tout le temps, bien évidemment, hein, c'est pas magique. Mais statistiquement, lorsqu'on a un mouvement majeur, hein, eh bien, on a comment dire un rebond. Donc là, en journalier, on voit que on clôture en dessous de la bande inférieure. En plus qu'on avait un squeeze sur du journalier, donc c'est un signal baissier sur du swing trading. Maintenant, à court terme, enfin du swing trading, même plutôt du moyen terme. Maintenant, voilà, à court terme, je pense que c'est possible d'anticiper un rebond, un retour au moins à 1,1260. Parce que regardez, si on se met sur du horaire, où on a eu la BCE, divergence, bon, on n'est pas passé au-dessus de 50, donc ça c'est ce qui manque. Mais là, regardez, divergence haussière sur le journalier. En 30 minutes, la divergence, on la voit peut-être un petit peu mieux. Et là, on est en train de passer au-dessus de 50. Donc ça pourrait provoquer une accélération haussière à court terme, hein. Ça pourrait provoquer une accélération haussière. Donc voilà, si on prend le point haut, le point bas, retracement de 50%, c'est 1,1250. Vous voyez, 1,1250. Qu'est-ce qui appuie ce scénario haussier? Regardez en 4 heures. 4 heures, on est revenu en bas du canal. Donc on pourrait avoir, ça devrait justifier un rachat de position. Je pense que l'euro, voilà, il est cheap, on va dire, il est pas cher au niveau actuel. Alors je parle bien sur du très très court terme, hein, parce que pour le moment, en journalier, on voit, on a eu la clôture en dessous de la bande inférieure de Bollinger, de la bande inférieure de Bollinger, pardon. Donc ça, c'est un signal baissier. Sur du weekly, à part si on repasse au-dessus des 1,1250, on clôturera en dessous de la bande inférieure de Bollinger hebdomadaire. Donc ça serait également une information baissière. Maintenant, donc là on est en bas du canal, donc perspective plutôt haussière d'un point de vue technique, hein, si on fait abstrait à l'analyse fondamentale. Et DXY, bon bah DXY, regardez en journalier. Regardez un petit peu le journalier. Vous voyez, je pense qu'on est sous résistance et que donc une vente du dollar, bien qu'on ait le NFP, je rappelle cet après-midi, donc c'est quand même risqué l'achat euro ce matin, faut en être conscient. Mais voilà, techniquement, moi, je vois un dollar qui est quand même sous une résistance majeure. Sous une résistance majeure. Regardez notre indice DXY. Pareil, hein, on est revenu au plus haut de 2018. Donc voilà, clairement, moi je m'attends eh bien à une correction. Je m'attends pas à un bull market de l'euro-dollar, mais voilà, je m'attends à une correction de la baisse. Ça me semblerait assez logique. Maintenant, bon, ça va beaucoup dépendre du rapport de l'emploi NFP, mais voilà, je m'attends à une baisse. Et tant qu'on n'a pas de clôture finalement journalière au-dessus du l'ancien plus haut de 2018 à 97,16, eh bien, une clôture journalière, je parle bien finalement les perspectives sont plutôt baissières. Donc là, en horaire, pareil, on a une divergence baissière. Donc le dollar est peut-être un peu trop cher par rapport, enfin en tout cas pour le moment. Pour le moment, il est sous résistance, donc on pourrait avoir des vendeurs qui se manifesteraient. Et à l'inverse, l'euro-dollar est en bas de son canal baissier, donc ça, on pourrait s'attendre à un rebond. Alors c'est pas un canal haussier, donc on est à contre-courant si on achète l'euro-dollar, faut en être conscient. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir un rebond à court terme et c'est l'idée de la stratégie.
En journalier, regardez l'euro index équipondéré, on n'est pas venu clôturer sous ce plus bas. Donc là, pareil, l'euro-dollar équipondéré, on est sur un support majeur. Voilà, donc c'est qui tout double. Là, l'euro-dollar, c'est qui tout double. On a eu une baisse importante, mais l'idée de cet achat euro-dollar, c'est qu'on ait une légère une correction de la baisse d'hier. Et voilà. Donc voilà, l'euro-dollar, je pense que techniquement l'achat se justifie à court terme. Bonjour, pourquoi ne pas plutôt shorter euro-dollar s'il remonte? Quelle résistance? 4 heures. Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, Philippe? Pourquoi pas? Alors euro-dollar, 4 heures. Alors résistance, bah la résistance majeure, c'est celle-ci, hein. C'est 1,1270. Si on retourne à 1,1270, ça serait un niveau de résistance à surveiller de très près. Parce que si on commence à avoir des signaux baissiers, bien, il faudra prendre des bénéfices et il faudra potentiellement shorter. D'accord? C'est pas parce qu'on est dans un canal qu'on va forcément aller tout en haut du canal. Regardez ici, on n'est pas venu en haut du canal. Donc ça, vous voyez, c'est à surveiller. C'est à surveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression vendeuse devient de plus en plus importante. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on est dans un canal qu'on va forcément aller chercher le dessus. Enfin le haut de celui-ci. On peut buter à 1,1260, on peut aller à 1,13. Mais voilà, techniquement, quand on voit ça, qu'on voit le graphique euro équipondéré, qu'on voit le DXY, bien qu'on ait eu une BCE extrêmement dovish, bien qu'on soit avant le NFP, bien voilà, moi je préfère dire ce que je pense, hein, au niveau de l'analyse technique. Vous savez que moi j'apporte beaucoup d'importance à l'analyse technique, plus que n'importe quelle autre analyse, parce que je considère que toute l'analyse fondamentale est pricée, de toute façon. Donc l'analyse fondamentale, c'est bien, ça nous donne un contexte, mais finalement, tous les consensus, quand il y a un consensus qui est publié, c'est pricé, c'est déjà intégré dans les prix. Donc quand vous tradez, je sais pas moi, un NFP, bon là pourquoi on parle de NFP, pourquoi ça se trade le NFP? Le NFP c'est pas le plus important du rapport de l'emploi. Sauf que le NFP n'est jamais, il ne correspond jamais au consensus. Il y a toujours au moins un petit écart entre le consensus et le rapport de l'emploi NFP. C'est pour ça que le NFP a toujours une volatilité. Alors que par exemple le salaire horaire moyen, bon, c'est le plus important en termes d'inflation, c'est celui qui a le plus d'impact sur l'inflation, mais en soi, vous voyez l'incrémentation, il y a peu d'incrémentation. C'est du plus 0,1, plus 0,2, au maximum plus 0,3% sur un rythme mensuel. Vous voyez, donc il y a pas beaucoup de choix possibles. Le NFP, ça peut être 50K de création d'emploi, ça peut être 300, ça peut être 251, vous voyez, ça peut être 199, ça peut être n'importe quel n'importe quoi entre finalement moins 100, on va dire, parce que c'est rare qu'on ait quand même déjà c'est rare qu'on soit en dessous de zéro, mais bon, voilà, on va dire on est dans une fourchette entre moins 100 et 350 sur NFP. Donc il y a toutes les possibilités. C'est pour ça que on parle de rapport de l'emploi NFP, mais en fait c'est pas le NFP, c'est pas du tout le chiffre de l'emploi non agricole qui est le plus important. C'est vraiment le salaire moyen et le taux de chômage. En extension baissière, on peut casser à 11. Alors oui, oui clairement, hein. Là, au vu des bandes de Bollinger, voyez, on clôture en dessous. On clôture en dessous, on clôture même sous 1,1215 qui était, je rappelle, le plus bas de novembre. Donc ça, c'est deux informations baissières. À moyen terme, là, clairement, on va chercher 1,11, voire même 1,10. Hein. Et il faudrait également qu'en weekly, vous voyez, si en weekly, on clôture au-dessus de la bande inférieure de Bollinger, bah alors là, c'est encore plus bearish, quoi. C'est encore plus bearish. Le momentum, bien qu'il rebondit, il reste bearish, il est sous 50. Donc on ira chercher un indice, hein, même. Je pense qu'on ira même chercher un indice. Donc voilà, à moyen terme, pour le moment, c'est baissier. Hein. On voit clairement, hein, c'est baissier. Et finalement, ce support, bon bah, ça n'a pas été un support qu'on aurait voulu, mais bon, d'un point de vue ratio de rendement, c'est toujours intéressant. Donc voilà, en horaire, l'idée c'est qu'on vient chercher une correction de ce mouvement baissier. Peut-être que c'est le rapport de l'emploi NFP qui va permettre cette hausse. Peut-être ça va probablement pas se faire avant, mais voilà. En tout cas, j'envisage une correction jusqu'à ce niveau de prix. Alors je rappelle, hein, c'est risqué, mais un 12,60, ça me semble possible à aller chercher. Et l'invalidation, bon bah c'est le récent plus bas. Hein. C'est le récent plus bas. Voilà, on va la valide à ce moment-là.
Pourrais-tu nous rappeler l'objectif de l'ETE de long terme? Alors l'ETE de long terme, l'objectif c'est 1,05. C'est 1,05. Faut étendre la hauteur, cette hauteur-là. Alors, hauteur de la ligne de coup. Le breakout qui se fait à ce moment-là, 1,05. C'est l'objectif de long terme. Passons à la suite, on revient sur les indices parce que bon bah voilà, on a fait notre point euro-dollar, fallait le faire parce que c'est sur du très très court terme cette stratégie, donc je pouvais pas me permettre d'attendre 30 minutes. Alors les indices, bon bah c'est dans le rouge, hein, vous voyez clairement, c'est plutôt mauvais hein, pour le moment. Le S&P, donc on passe sous la moyenne mobile à 20, on passe sous la moyenne mobile à 200. Alors pas le contrat, pas le cash, enfin pas le cash, mais le futur oui. Donc ça c'est baissier en 4 heures. Voilà, on sort du canal, on sort du biseau. Ça c'est intéressant. Donc là l'objectif c'est qu'on corrige le biseau en entier déjà, donc 2600. 2600 points c'est l'objectif. Maintenant, il n'y a pas de panique pour le moment. On voit que le VIX ne bondit pas, donc il va pas falloir s'attendre à un mouvement comme celui-ci. Vous voyez. On pourrait en cas de, ça dépend le catalyseur. Peut-être que le rapport de l'emploi NFP, ça a provoqué un peu le flash crash, chose qu'on avait connu en février. C'était pas pour les mêmes raisons, mais voilà. On pourrait avoir la panique qui s'installe. Mais je pense que pour le moment, on n'est plus dans ce type de mouvement où on n'a pas vraiment de panique, on a une baisse, mais on n'a pas vraiment de panique. D'accord, c'est pas comme ici où on a une dégringolade. Donc, faut pas non plus s'attendre à ce qu'on aille chercher ce niveau de prix, on va dire lundi ou mardi. Ça m'étonnerait qu'on y aille lundi ou mardi. On voit que le RSI est quand même assez bas, donc on peut s'attendre à des petits rebonds. Vous voyez, en journalier, là, durant cette baisse où on n'avait pas de panique, dans le journalier, on avait des chandeliers baissiers, mais également des petits rebonds, d'accord, avant la capitulation. Pareil ici, là on n'avait pas vraiment de panique. Si on regarde le VIX, le VIX ne bondissait pas, il était en hausse, mais il n'y avait pas de bond du VIX. Et vous voyez qu'on avait on avait quand même des journées haussières. Donc ça va pas être rouge tous les jours sur S&P jusqu'à 2600, à part si on a de la panique qui commence à s'installer. La panique pourrait se justifier par un catalyseur fondamental qu'on ne connaît pas, encore. Intéressant de noter que le RSI journalier 14 périodes est en train ce vendredi de passer sous 50. Si on est clôturé en dessous de ce niveau de prix, ça pourrait accélérer la tendance baissière. Ça pourrait l'accélérer. Voilà, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que bon bah la résistance à 2800, fallait être patient. Et pour le moment, c'est voilà, objectif baissier jusqu'à 2600, mais en soi, personne ne sait quand est-ce que la tendance baissière va s'amener. Peut-être que là, on a fait le point bas. Peut-être que finalement, le point bas sera 2006. Peut-être que ce sera 2323. On ne sait pas. Donc, voilà. Soyez, comment dire, smart sur les take profit. Ce serait bête de clôturer sa position maintenant si on a un mouvement qui va jusqu'à 2500, voire 2323. Je ne dis pas qu'on va chercher ce niveau de prix, mais ça me semble possible. Il suffit de peu, hein. On voit que le marché, quand même, bon, il a bien pricé, il a pricé beaucoup de choses ces 2 premiers mois de l'année, mais bon, on a quand même des sources d'incertitude. On a le ralentissement de l'économie mondiale, on voit la BCE, on voit les banques centrales qui tournent de plus en plus dovish, la RBA, la BOC, cette semaine. Hein. Chine, chute des exportations cette nuit, plus forte chute des exportations depuis février 2016, moins 20% des exportations sur un rythme annuel. Le rapport de l'emploi, on ne sait pas ce que ça va donner. On pourrait très bien ne pas avoir d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. On pourrait très bien ne pas avoir d'accord sur le Brexit. Voilà, il y a un tas de sources de risques sur les marchés. Je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais en tout cas, on pourrait très bien imaginer des arguments qui ne sont pas non plus tirés des cheveux pour aller chercher les 2323. Donc, voilà. Soyez smart sur les take profits. Peut-être scinder vos take profits, je ne sais pas, après c'est votre stratégie trading, c'est à vous de décider, mais on a quand même attendu 2 semaines à ce niveau de prix, on s'est fait quand même, j'avais été voilà pour le coup mauvais hein, dans cette hausse à 2 reprises où voilà, bon, j'avais
suggéré de vendre, donc 2 fois une stratégie baissière. Ça a été bon à 2821. Donc voilà, faut compenser ses pertes, hein. C'est le trading. Faut compenser. Il faut même finalement faire des profits en plus. Donc voilà, à vous de décider. Draghi a provoqué cette baisse en annonçant la nécessité d'un TLTRO. Alors, TLTRO, surtout je pense, il y a eu le fait qu'il a clairement annoncé qu'il n'y aura pas de hausse des taux cette année. Et enfin, on a eu surtout euh, prévisions économiques qui ont été revues à la baisse. Et la révision à la baisse, ça a été la plus importante révision à la baisse depuis le lancement du QE, depuis le premier QE. Donc, ça a été, vous voyez, assez, du coup, dovish, hein. Ça a été très dovish. C'était pas une petite révision à la baisse des prévisions économiques. C'était quand même une assez grande, hein. On est passé d'une croissance attendue de 1,7% en 3 mois, hein, parce que là, les dernières prévisions, c'était en décembre, hein. Donc en décembre, la BCE annonce des prévisions, un taux de croissance pour 2019 de 1,7%. Et hier, on nous dit, finalement, ce sera 1,1. Vous voyez, donc presque divisé par deux. Presque divisé par deux. L'inflation, bon, des prévisions qui ont été revues à la baisse, mais ça n'a pas non plus été énorme, mais c'est surtout la croissance. La croissance a été revue à la baisse de façon drastique. Et donc, à mon avis, c'est ça dont le marché n'a pas aimé. Il y a également le TLTRO, il y a également les taux, mais c'est surtout pour moi les prévisions économiques. Après, personne ne sait, hein, ça n'a pas été écrit sur le cours de l'euro-dollar, c'est parce que, vous voyez. Donc, à chacun de juger, mais pour moi, c'est vraiment ces prévisions économiques qui ont été extrêmement dovish. C'est la plus importante révision à la baisse depuis le premier QE. Voilà, c'est ce qui avait justifié le lancement du QE. Donc, dans l'esprit de cette baisse euro-dollar, le gold, hein, vous savez que le gold a même toutes ses raisons de progresser. Je dirais même que plus que l'achat euro-dollar, finalement, plus que l'achat euro-dollar, c'était le thème parce que après la BCE, mais plus que l'achat euro-dollar, l'or, ça serait le grand gagnant. Grand gagnant, pourquoi? Parce que le dollar il baisse, il est sous résistance. Donc dans la logique, c'est ce qui justifie l'achat euro. D'accord? L'euro est cheap, donc on pourrait avoir, et c'est ce dont je table, un rachat d'euros à court terme, donc une vente du dollar, ce qui fait mécaniquement remonter l'or. Mais en plus de cela, on a une baisse des marchés actions. Et qui dit baisse des marchés actions dit aversion au risque. Et donc l'or, voilà, c'est presque les planètes sont alignées pour l'achat or, clairement. Donc au moins sur du court terme. Faut pas oublier que le DXY est dans une tendance haussière, mais pour moyen sous résistance. Donc moi ce que je table c'est au moins des prises de bénéfices sur le dollar avant potentiellement une nouvelle hausse. Mais tant qu'on n'a pas le DXY qui clôture en journalier au-dessus de ce plus haut de 2018 que vous imaginez dans votre tête actuellement, eh bien le dollar est sous résistance et donc les perspectives sont, comment dire, sont du coup baissières à court terme. Regardez l'or. L'or, ça y est, on en avait parlé hier, divergence. Ça y est, la divergence, elle est assez nette, hein. Je pense que tout le monde la voit. Et en pente de Bollinger, c'est magnifique, hein. Regardez. Bon, là, on avait une clôture, on pouvait encore se poser des questions, mais là, à 5 heures du matin, bon, à part pour ceux qui sont levés à 5 heures, pardon, 6 heures, parce que c'est en heure de Londres, là. Voilà, signal haussier, direction 1300 dans un premier temps, et même beaucoup plus haut. Donc là, ça y est, hein, je pense que l'or, là, c'est boule, hein. Ouais, dans 4 heures. 4 heures, ça y est, là, on a le signal. Là, ça se paye, hein, l'or. À court terme, en swing trading, ça se paye. Aversion au risque, enfin baisse des marchés actions plus dollar sous résistance, on a les critères réunis pour acheter l'or. Seuil d'invalidation, après c'est à vous de voir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si on a un nouveau plus bas, on invaliderait la stratégie. Perspective haussière jusqu'à au moins 1300 dans un premier temps, mais concrètement on peut aller beaucoup plus haut. Si on commence à avoir de la panique sur le marché actions, ou si finalement on a un mauvais rapport de l'emploi NFP, eh bien l'or il pourrait aller beaucoup plus haut, hein. Il pourrait à moyen terme revenir à 1320. À moyen terme, pardon, la semaine prochaine. En journalier, vous voyez que ça commence à rebondir. On a eu quand même 1, 2, 3 doji. Voilà, donc c'est boule. C'est boule. Quel support pourrait devenir résistance 4 heures sur le CAC? Je vois bien en journalier une accélération, mais il faudrait un gap de rupture, ce que l'on n'a pas. Pourquoi alors que les autres indices baissent? En fait, les indices européens sont ils sont sous pression, hein, parce qu'on a la version risque, mais on n'a pas une baisse comme les marchés actions américains parce qu'on a le TLTRO. Et le TLTRO, ça va soutenir un petit peu quand même l'économie européenne, hein. Je vous rappelle que les derniers TLTRO, c'était plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été prêtés aux banques commerciales par la BCE pour stimuler l'économie.
plusieurs centaines de milliards. Donc, voilà, alors je ne sais plus c'est quoi le montant. TLTRO2, TLTRO2, montant. Alors, je ne sais plus c'est combien. Alors regardons, c'est investir, peut-être qu'ils ont mis. Voilà. Donc proposer un remboursement individuel d'une première tranche de près de 400 milliards de dollars, d'euros du TLTRO. Mais ça, est-ce que c'était le TLTRO 1 ou le TLTRO 2? Je ne sais pas. C'était 2018, donc à mon avis, c'était le TLTRO 2. Hein. Voilà, donc vous voyez, on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros pour le TLTRO 2, le TLTRO 3, on ne sait pas. On ne sait pas il y aura combien. Pour le moment, plus de détails seront donnés au moment venu, nous a dit la BCE. Donc voilà. Alors j'ai un lien, on m'a envoyé un lien de la part de Lucas. Donc vous voyez plusieurs centaines de milliards de dollars, d'euros. J'ai un problème avec le dollar en ce moment. Donc vous voyez que ça c'est ce qui justifie pour moi le fait que les indices européens surperforment. Alors ça c'est les remboursements il me semble. Hein. Alors Open Market Operations. Euh, Ah non donc voilà on a donc TLTRO voilà LTRO. Regardez tout ça. Ouais donc en total je ne sais pas il y a combien là mais de vues bah il y a au moins 500 hein, en tout. Hein. Il y a même plus que 500, il y a du 600, 700, 700, peut-être même 800. Non, 700. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Donc, euh, donc ça apporte un soutien, même si les banques, bon, normalement ça aurait dû soutenir les banques, mais le marché, je pense, n'anticipait pas que la BCE allait repousser la prochaine hausse des taux, enfin la première hausse des taux de la BCE aussi rapidement. Je pense pas que le marché anticipait cela. Et donc c'est pour ça. Et les taux bas, vous savez que ça impacte la rentabilité des banques commerciales, puisque finalement ils font moins d'argent sur sur les taux d'intérêt qu'ils donnent aux particuliers et aux entreprises pour emprunter. Donc le fait qu'on ait des taux bas, ça impacte avant tout les banques. Même si les TLTRO sont destinés aux banques, finalement on voit que l'Eurostock Banks a perdu 2% hier. Ce qui est pas non plus énorme, mais quand même. Donc CAC 40, je repasse sur les indices. Alors déjà DAX. DAX, bon, ça commence à baisser, vous voyez, hein, DAX, ça commence à baisser. Voilà, divergence, on passe sous 50, c'est validé. Là, on vient chez 11 426, on va aller chercher probablement un peu plus bas même. Alors, on va se mettre peut-être en 8 heures. 8 heures. 8 heures. Pour moi, il y a une possibilité de baisse jusqu'à 11 000 hein, pour le DAX. Jusqu'à 11 000. Donc ça dépend vous êtes positionné où à la vente, etc. Mais en tout cas c'est baissier. Hein. C'est baissier et même si voilà les indices européens résistent mieux que les indices américains, on va pas avoir de hausse des indices européens. Là, je pense que si on a une hausse, faut que Wall Street rebondisse également. Si Wall Street continue à baisser, les indices européens continueront à au mieux consolider. Au mieux consolider. D'accord? Donc là, la hausse des indices, elle est, je pense très clairement terminée. Techniquement, voilà, divergence baissière, on passe sous 50, bien qu'on soit dans une tendance haussière. Je pense que là, c'est le moment de prendre des bénéfices. Les indices européens, ils ont quand même également beaucoup progressé depuis le point bas de décembre. Donc voilà, une correction me semble clairement anticipée. Donc là, on est à un support à court terme, mais dans l'idée, je pense qu'un retour à 11 000 points est clairement possible. Il manque pas grand-chose hein, pour qu'on ait un mouvement de panique. Hein. On sent ça peut être d'une minute à l'autre. Hein. Par exemple, le rapport de l'emploi, honnêtement, si ça crée un mouvement de panique, je ne serais pas surpris parce que si on a un rapport de l'emploi décevant, ça serait synonyme
à nouveau d'incertitude sur le ralentissement de l'économie mondiale. Et regardez le CSI 300, l'indice chinois, il a perdu combien cette nuit à cause de la chute des exportations. Chute des exportations de 20% sur un rythme annuel. Le CISI 300, donc les grosses caps chinoises, perd 4%. L'indice perd 4%. Voilà. Alors CAC, toujours dans le canal sur du long terme. Donc techniquement, on n'a pas le signal baissier de long terme, mais voilà, RSI 14, ça baisse, ça teste 50. En journalier, on sort par le bas de la zone de surachat. Vous savez que c'est techniquement un signal baissier. Donc là, le CAC, il y a potentiellement quelque chose à faire à la vente. Il y a potentiellement quelque chose à faire. Regardons un petit peu d'un point de vue ratio score rendement parce que vous voyez que lui, le S&P, enfin, si on devait un peu, on va superposer, voilà, comme ça va être clair. Donc CAC 40, on va se mettre sur les contrats cash pour bien voir. Cash, voilà, hop. On va se mettre sur, voilà, petite période de temps. Voilà, depuis le 1er octobre, c'est le moment où on avait eu rappelez-vous, la panique. Panique sur les marchés. Alors, bon, comme depuis quelques jours, j'ai un petit problème avec TradingView. Je clique sur un bouton et ça prend du temps. Donc du coup, je vais répondre à votre question. DAX ou S&P, alors c'est quoi le mieux? Pour moi, c'est le S&P. Hein. Le S&P, c'est le S&P. Hein. Voilà. S&P, c'est un petit peu, c'est l'indice action le plus important. Hein. C'est l'indice action le plus important. Donc voilà. Pour moi, le S&P, c'est l'indice le mieux, on va dire, tradable. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est le plus facile. Regardez le S&P en bleu qui commence à baisser. Le CAC qui est en retard. Donc, si vous n'êtes pas à la baisse sur le S&P, pourtant, ça fait, je l'ai dit presque tous les jours depuis 2 semaines, mais bon, imaginons pour X ou Y raison, vous n'êtes pas à la baisse sur les marchés actions. Je pense que c'est possible, voilà, finalement, se positionner sur le CAC, puisque le CAC, il est un peu plus haut que le S&P par rapport à la hausse actuelle. Vous voyez que là, le CAC, il est quoi? Il est à 1,29% par rapport à ses récents sommets. Si on se met sur le S&P, vous constaterez que le S&P, on est beaucoup plus bas. On est en baisse de 2,77%. Donc, on voit que la baisse sur les indices américains, c'est beaucoup plus forte que les indices européens, ce qui est très très rare, mais pour le moment, à court terme, c'est le cas. Donc, au niveau du CAC, les perspectives sont baissières. Voilà, il y a un risque, on va dire, on serait invalidé si on a une hausse de 70 points depuis les prix actuels. Perspective, c'est un retour à 5000. 70 pour 240. Bon, ça fait un ratio vraiment supérieur à 3. Donc, voilà. Là, en journalier, on sort du surachat. En 4 heures, on a une div. On est en train de tester 50. Voilà. Par contre, si on revient à 5000, ça sous-entendrait une sortie de ce canal. Donc, c'est à vous de voir ce que vous pensez de ce canal, de sa crédibilité, etc. Au niveau des bandes de Bollinger, il me semble qu'on n'a pas de signaux en journalier. Non, les bandes sont très très écartées. En 4 heures, on n'a pas de signaux non plus pour le moment. En 1 heure, est-ce qu'on a quelque chose? 1 heure, oui, on a consolidation, on a un gap baissier qui commence à être comblé. Donc ça peut être un gap de rupture. Voilà, je me souviens plus qui parlait du gap de rupture tout à l'heure. Gap de rupture. Ah, Philippe, sur le CAC. Donc voilà, là on a un gap de rupture. Donc là c'est le contrat futur en journalier. Mais si je me mets, regardez, si j'applique les cotations du cash au graphique journalier. Alors pourquoi ça marche pas? Ah, ça a changé. 6 heures jusqu'à 16h30. Donc les indices, pour ceux qui ne savent pas, chez IG, ils sont. Vous pouvez changer l'heure, mais là les heures sont à l'heure de Londres. Voilà. Alors pourquoi ça marche pas? Ah, c'est bon. C'est avec ses calculs. Donc là il y a un gap, gap de rupture. Hein. On a un gap de rupture. Il est petit, d'accord, c'est pas non plus un gap majeur. Hein. C'est pas un gap comme celui-ci, hein, là où on avait
Il y avait de quoi mettre une piscine entre les deux chandeliers, mais là on a un gap, hein. On a un gap, donc ça, là on peut faire, on peut avoir fait finalement un top island. Top island, je vous rappelle, c'est gap, gap de fin de tendance. Donc il y a gap de rupture, gap de continuation et gap d'essoufflement. Donc gap d'essoufflement, gap de rupture, ça forme un top island. Top island, c'est une figure de retournement. Et donc voilà, ça peut être là, on peut être en train de débuter une baisse sur le CAC. De toute façon, ces indices américains ils baissent, vous le savez. Il n'y aura pas de hausse des marchés européens. Il y a plus de chances qu'on soit en baisse. Au mieux, il y aura une consolidation. Au mieux, il y aura une consolidation. D'accord? Dans le meilleur des cas. Donc vous voyez que le risque, le, voilà, les possibilités sont davantage à la baisse si on a une baisse des marchés américains. Regardez un petit peu hein, sur du long terme. Voilà, faut pas non plus. On va mettre l'indice de corrélation parce que peut-être que ça se voit pas bien ici. On pourrait se dire ah ils sont pas corrélés à ce moment-là, mais si ils sont corrélés. Hein. Regardez, hausse. Bon là on a une baisse de l'Europe. Il y a beaucoup plus souvent des baisses de l'Europe que des baisses du S&P. Hein. Là vous voyez hausse, vous voyez baisse des indices européens. Les indices européens ils baissent beaucoup plus souvent. J'ai envie de dire sur du moyen, enfin sur du long terme, enfin pas sur du long terme, sur du moyen terme, disons sur plusieurs semaines. C'est possible d'avoir une hausse des US sans l'Europe. C'est possible et c'est même voilà, c'est clairement le cas souvent tous les ans. Hein, on a des périodes où les indices US montent sans le reste du monde. Mais par contre l'inverse, c'est rarement, enfin, j'ai pas souvenir que ça soit possible, d'accord, dans le sens où on a une hausse des indices européens pendant plusieurs semaines sans les indices US. Ça, honnêtement, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir vu ce phénomène. Enfin, ces dernières années, hein, ça, peut-être que ça s'est fait, je sais pas moi, en 1995 ou des, vous voyez, mais on va dire ces dernières années, je pourrais pas vous dire. Alors, coefficient de corrélation, s'il veut bien s'ouvrir, pour qu'on mette un petit coefficient. PS le DAX a une configuration beaucoup plus dangereuse, je trouve, à la baisse. Oui, tout à fait. Là, pourquoi je parle du CAC 40, c'est parce il me semble, en tout cas personnellement, il me semble un peu plus en retard que les autres indices DAX ou S&P. Donc c'est pour ça que d'un point de vue ratio de scorement, il est plus intéressant. Alors, pourquoi il veut pas s'ouvrir cette coefficient de corrélation? Ah voilà. Donc CAC, S&P. Voilà. Ouais, là, on est sur du 200 jours, hein, 200 séances. Hein. Clairement, la corrélation, elle est, elle est haussière. Hein. Enfin, elle est haussière, pardon, elle est positive. Là, pourquoi on avait ce mouvement extrêmement haussier? Bah, c'était le QE. Hein. C'est le début du QE de la zone euro. Sauf que là, on parle pas d'un QE. On parle de TLTRO. D'accord, c'est accommodant, mais ça n'a rien à voir avec un QE. Un QE, là, le QE qui a annoncé à ce moment-là, c'est qu'on va avoir, on savait qu'on allait avoir plusieurs milliers de milliards d'euros injectés. Là, bon, c'est quand même quelques centaines avec ce TLTRO 3, mais on va pas parler d'un QE. D'accord, un QE, c'est plus que le bazooka. C'est voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on avait une décoration. Mais vous voyez que cette décoration, bah finalement, elle avait duré quoi? Elle avait duré 3 mois. 3 mois où on avait des indices européens qui avaient progressé et on a eu une consolidation aux States. Donc là, c'est ok. On a 3 mois où on a les indices européens qui avaient progressé sans les États-Unis. Mais sinon, bon, voilà, hein, y a un crack aux US, il y a un crack partout. Hein. Donc clairement, le leader, c'est le S&P. Si le S&P commence à paniquer, à baisser, bien, il y aura de la panique également. Alors non, vous avez raison, en effet, il n'y a pas de gap de rupture. Hein. Pas de gap de rupture, regardez. Alors open, non, il n'y a pas de gap de rupture, en effet, sur le cash. Donc le CAC, finalement, regardez, sur le cash, ça c'est propre. Hein. Regardez ici. Le gap comblé, qui devient résistance et support. Ici, support, support, gap. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Là, on avait une belle div, regardez. Ah non, pas, c'était pas une belle divergence. Il n'y avait pas de divergence, donc je n'ai rien dit. Euh,
Voilà. Voilà, je vois pas ce qui est possible de dire de plus. Donc là, la baisse du CAC, premier objectif en swing trading, c'est 5200. Ensuite, il y aura bien évidemment les 5000 points, c'est psychologique majeur. Hein. 5000 c'est ici. Voilà, on ne pourra pas sous-estimer les 5000 points. Vous voyez que ce fut le point bas en février, mars 2018, également août 2017. Regardez, 5000 points, vous voyez, c'est quand même un niveau extrêmement important. Donc voilà, premier objectif 5200, puis 5000. Et finalement, personne ne sait quand est-ce que la baisse va se terminer. Peut-être qu'on a fait le point bas, encore une fois, aujourd'hui. Peut-être qu'on est qu'au début d'une baisse. Voilà. En tout cas, techniquement, là, en journalier, c'est baissier. Et si je me mets sur des temps inférieurs, en intraday, une unité de temps 4 heures, bah, c'est bearish. Hein. On passe en territoire bearish après une divergence. Ça, c'est une divergence qui est confirmée. Une divergence qui est confirmée. Alors, plus la divergence est sur du long terme, plus elle est fiable, hein, généralement. Sur du 1 heure, c'est pareil, hein, on avait une divergence. Pour ceux qui ne la voient pas, elle est ici. Sommet, sommet. Et donc là, je vais prendre le même sommet avec ce sommet. Et voilà. Donc vous voyez que là, les deux sommets, si on trace une oblique, elle est haussière. Si on trace une oblique ici, elle est baissière. Donc on a une divergence de momentum validée par voilà ce gap, plus le fait qu'on a le RSI qui passe sous 50. Donc on a un comblement d'un gap. Mais voilà, là, du coup, on revient, vous voyez, plus bas de la veille. Là, c'est un niveau de prêt intéressant pour passer à la vente sur du court terme. Direction, encore une fois, 5002. 5002 sur le cash, c'est un niveau important. D'accord? Donc ça, c'est pour du court terme. En swing trading moyen terme, les perspectives sont baissières jusqu'à potentiellement 5000, voire beaucoup plus bas. Oui, moi aussi, d'accord pour un ratio sur le CAC, 5175 serait idéal, mais pas évident qu'on y aille. Alors oui, c'est pas évident, pas évident. Là, on est quand même, voilà, plus bas de la veille. Vous voyez, on a le gap. On a quand même quelque chose d'intéressant là avant, on a 5250. Hein. 5250, ça me semble intéressant. Voilà. On me demande les indices espagnols. Bon, du coup, l'indice espagnol, hein, l'IBEX, bon, alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'IBEX pour le coup. Alors du coup, je vais me mettre en hebdo. Hebdo, bon bah. Alors, hebdo, on avait une belle divergence, hein, en hebdomadaire. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est juste ici. D'accord? Belle divergence haussière. Passer au-dessus de 50. Maintenant, bon, ça se complique, hein, puisqu'on a une baisse, on commence à avoir une baisse sur le CAC. On a surtout une baisse sur le S&P. Donc voilà, ça se complique. Bon là, si on devait tracer qu'un support, je pense que tout le monde le voit. Hein. Voilà, 8826 points. Ce sera le support à surveiller. C'est la première target finalement. Hein. Ça, je pense que ça peut être l'équivalent des 5000 points sur le CAC. En 4 heures, alors pardon, en journalier, est-ce qu'on avait une div? Oui, on avait une div. Alors, non, pas de div, pardon. On n'avait pas de div. Le RSI passe en dessous de 50 serait bien évidemment un signal baissier. Qu'on ait une div ou pas, un RSI en dessous de 50 c'est bearish. Un RSI au-dessus de 50 c'est bullish. Donc, et là sur l'IBEX, donc non, il n'y avait pas de divergence, hein, on le voit très clairement. Hein. Sommet, sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus haut. Pas de divergence, par contre le RSI passe sous 50. On passe également sous la bande inférieure de Bollinger. Bon bah, vous voyez, potentiellement on va combler le gap avant une baisse. Alors on m'a demandé le WTI, alors j'y viens. Donc voilà, vous avez mon avis sur les indices, c'est baissier. Voilà. Donc trade, on va dire du jour entre guillemets trade. Hein, moi je suis pas un conseiller d'investissement, mais configuration haussière assez intéressante sur l'euro et surtout sur l'or. Voilà, j'ai commencé par l'euro parce que bon le thème c'était la BCE, donc forcément voilà ça. Voilà, on va pas, je vais pas dire faut-il acheter l'or après la BCE, mais voilà, on peut se poser des questions si la hausse de l'euro c'est fini. À court terme, non. Je pense que c'est possible qu'on ait une hausse. Donc pétrole. Bah, le pétrole, il fait pas grand-chose en ce moment. Hein. Pétrole, il prend son temps. Il n'y a pas d'invalidation de la hausse avec cette épaule tête épaule, mais c'est clair que le fait qu'on a l'OCDE mardi ou mercredi qui revoit à la baisse ses prévisions, on a l'RVA qui est dovish, on a la BOC qui est dovish, et on a la BCE qui est dovish,
bah forcément ça va pas soutenir les cours de pétrole. Donc voilà, mais en même temps, techniquement on n'est pas invalidé, puisqu'on est toujours au-dessus de tête oblique et on est au-dessus de la ligne de coût de l'ETE. Donc on n'est pas du tout invalidé, maintenant c'est vrai. C'est vrai, même moi j'aurais aimé voir une tendance beaucoup plus haussière. L'objectif c'est un retour à mode mobile à 200, d'accord, depuis le début. Et là, ensuite, potentiellement on ira chercher l'objectif de l'ETE, mais ça nécessiterait des meilleures statistiques macroéconomiques ou un deal commercial même si on a, je pense que même si on a une signature officielle, ça sera haussier parce que ça sous-entendra voilà l'accélération peut-être la croissance, mais ça va pas non plus être un bull market parce que c'est quand même beaucoup intégré dans les prix. Pour la clôture et hebdo sur les indices, on a une sortie des bandes de Bollinger. On me demande. Euh, alors je vais y venir. Donc là, si j'étais sur le Bren, pardon, donc je vais passer sur le WTI. Mais bon, c'est pareil. Hein. WTI, on est au-dessus de la ligne de coût de l'ETE, qui est non plus ni moins que la résistance de décembre. On n'a pas de divergence. Ça consolide pour le moment. Ça consolide et on voit que la moyenne mobile à 20 jours, regardez en rouge ici, elle fait office de support, elle soutient cette consolidation. Donc on n'est pas invalidé pour le moment. Les perspectives de moyen long terme haussières sont toujours justifiées de par l'analyse technique. Alors les indices en hebdo, très bonne question. Les indices en hebdo, bon bah c'est bear, hein, on avait un doji. Allez, ah, ça c'est plutôt bear. Hein. Je me souviens plus c'est quoi cette pattern quand on a le doji qui est compris dans un chandelier. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. En même temps, il en existe des centaines. Donc voilà. RSI 52. Bah, on voit qu'on commence à avoir un retournement. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord hein, pour dire qu'on a un retournement en cours. Maintenant, est-ce que ça va durer quelques semaines ou est-ce que ça va durer qu'une semaine et ensuite on va avoir un rebond? C'est la question qu'on va pouvoir y répondre la semaine prochaine. Au niveau du CAC, vous voyez que la baisse est beaucoup plus limitée. La baisse est beaucoup plus limitée, mais encore une fois, si on a une baisse des indices américains, on va pas avoir un bull market des indices européens. On va avoir au mieux une consolidation, mais le risque il sera à la baisse. Et le DAX, par contre, le DAX, bon bah c'est quoi? C'est un avalement baissier qu'on a. Hein. C'est même pas un avalement baissier, hein. C'est un dark cloud cover. On gappe à la hausse et finalement, bah faut falloir attendre la clôture hein, ce soir, mais ça m'étonnerait qu'on revienne au-dessus des 11 500. Mais vous voyez que du coup, ce corps, il est compris dans le corps actuel. Ça c'est un dark cloud cover, c'est un avalement haussier. Voilà, ça c'est une figure de retournement à la baisse. On va voir un petit peu ce que nous dit notre ami Bulkowski. Alors, candle. C'est bien que l'Europe baisse doucement. Oui, ça dépend. Ça dépend pour ceux qui sont déjà vendeurs depuis quelques jours. Ils aimeraient, je pense, voir une baisse beaucoup plus significative. Mais oui, je comprends un peu ce que vous voulez me dire par là. Alors on va regarder. On va regarder. Voilà, donc la baisse qu'on a, c'est. Donc c'est pas le Dark Cloud Cover, voilà, c'est Bearish Engulfing. Oui, donc c'est l'avalement baissier. C'est l'avalement baissier. Euh... Ah wow. It works very well as a bearish reversal, performing that way 79% of the time, ranking 5 out. Vous voyez, donc c'est la meilleure, cinquième meilleure configuration sur 103 chandeliers. Donc, unfortunately, the trend after the breakout is short-lived, ranking. Ok, donc après le breakout, enfin après la confirmation de ce corps, donc dès qu'on a la clôture, hein, c'est important la clôture, finalement la baisse qui suit est assez courte. Mais c'est normal. C'est normal, vous savez que les indices, ils baissent violemment, mais assez rapidement. Alors que la hausse se fait de façon calme et lente. D'accord? Donc c'est normal que ça aille vite. Tac. Alors, bearish reversal 79%, quand même 80% quasiment. 80% du temps, c'est bearish. En termes de performance, c'est assez médiocre. 91 sur 103. C'est pas très bon. Best average move in 10 days. 5,92.
Ok. Bon bah voilà. Donc vous voyez que c'est quand même bearish, hein. On peut s'y fier, hein. Si on a la clôture sous le l'ouverture de la semaine dernière, bearish engulfing, ça peut durer que finalement très peu de temps, mais en tout cas ce sera un signal baissier. 79% du temps c'est baissier. Ensuite. Voilà, alors je vais passer sur Forex parce que bon, j'ai fait un point sur l'euro dollar, c'est bien, mais je pense que vous voulez également de l'USD Yen, du GBP USD. Bon, finalement, le GBP USD, voilà, c'est que vous le vouliez ou non, ça ressemble beaucoup enfin, ça réagit un peu comme l'euro dollar, sauf que bien évidemment, il y a tout ce qui est lié au Brexit et au Royaume-Uni qui vient influencer la livre. Mais si vous voulez, si on anticipe une baisse sur du moyen long terme de l'euro dollar, on peut pas être bullish sur du moyen long terme sur le GBP USD, d'accord? Je vous fais voir ce graphique. Excusez-moi. Donc, euro-dollar. Ok. On va se mettre sur 5 ans. Voilà. Et on va se mettre sur, on va ajouter le GBP USD. Donc, que vous vouliez ou non, ces deux devises sont corrélées. Pourquoi elles sont corrélées? Bon, on trouvera de multiples voilà, raisons, ça dépendra des personnes qui analysent ces graphiques. Mais moi, la raison qui explique cette corrélation, c'est leur situation géographique. Le GBP-USD, certes, enfin, le Royaume-Uni a certes sa propre monnaie, mais voilà, il faut savoir que la majorité des échanges, 46% des échanges, hein, c'est le premier partenaire économique de l'Union européenne, enfin de l'Union européenne et même de la zone euro, c'est qui? C'est le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni, l'économie britannique est quand même assez dépendante de celle de la zone euro. Si la zone euro va mal, bah voilà, c'est l'ensemble de l'Europe qui va mal, hein. La zone euro, c'est quoi? C'est l'Allemagne, première puissance économique de l'Europe, la France, deuxième égalité avec le Royaume-Uni, ça dépend des années, d'accord? Mais bon, voilà, deuxième plus grande puissance économique d'Europe. Je parle pas de l'Union européenne, hein, je parle bien de l'Europe. Troisième, bon bah 2 et 3, c'est quoi? C'est le Royaume-Uni et la France, hein, ça se partage les plages, les places. Pardon, alors les places, pardon, je fatigue, hein, c'est vendredi, donc les places voilà, se changent hein, d'année en année entre le Royaume-Uni et la France, c'est globalement pareil en termes de PIB, mais sinon, allez, quatrième position, c'est quoi? C'est l'Italie, et ensuite vient l'Espagne. Donc France, Allemagne, France, Italie, Espagne. C'est quand même une énorme part du PIB en Europe. J'ai pas de chiffres à vous dire, mais en Europe, c'est beaucoup. Donc forcément, si la zone euro va mal, bah, c'est l'ensemble des devises européennes qui vont fléchir. Et si vous regardez donc GBP USD, si vous regardez le CHF USD, qui est ni plus ni moins que l'inverse du CHF de l'USD CHF, voilà, CHF USD, vous constaterez quasiment la même chose. Or, le franc suisse, c'est une devise refuge. Mais que vous constaterez qu'on a quand même quelque chose d'assez similaire. Parce que dans la logique, si la zone euro va mal, eh bien il y a de fortes chances que l'économie britannique ralentisse et que celle suisse ralentisse également. Maintenant, bien évidemment, au jour le jour, on peut avoir le GBP en hausse et l'euro en baisse. Voilà. Mais si on anticipe sur du moyen long terme une baisse de l'euro, je sais pas, un retour de l'euro à 1,10, voire même à 1,05, on ne pourra pas dire qu'on achète le GBP jusqu'à 1,36. Voilà. Et pour le moment, est-ce qu'en hebdo, qu'est-ce qu'on a en hebdo? On a une divergence haussière qui est clairement validée. Bon, on n'a pas au niveau des bandes de Bollinger un signal haussier, mais voilà, on n'a pas de signaux baissiers majeurs pour le moment. Ni en weekly, ni en journalier, et en mensuel, regardons, mensuel non plus. À part le fait qu'on soit quand même revenu en dessous de 50 butés, donc ça c'est pas très bon, mais bon. Voilà, tant qu'on est dans ce canal, pour moi les perspectives sont haussières sur du moyen terme sur le GBP. Et on est toujours sous support. Donc voilà, pour moi il y a des perspectives encore haussières, c'est pour ça que je pense que l'euro dollar a toutes ses chances de rebondir à court terme. L'USD yen, bon bah le yen, vous savez que si on commence à avoir un bond du VIX, bah, le yen sera le grand gagnant. Et d'ailleurs ce matin le yen surperforme, hein, ce qui n'est pas surprenant. VIX, regardez, là on est sur sur de l'hebdo. Vous voyez que le VIX commence à s'agiter, hein. On avait la divergence qui est validée. Donc voilà, ça c'est un signal d'aversion au risque, donc baissier pour les marchés actions,
haussier pour les valeurs refuges, dont l'or, et c'est pour ça que l'or est intéressant, parce qu'on a le dollar qui plafonne, et on a de la version risque qui commence à se matérialiser par le VIX, le VVIX. Le VIX, ça commence également à s'emballer, donc ça c'est bien pour l'achat or. Et c'est bien pour le yen, sauf que bon, acheter le yen, pourquoi pas. Face à quelle devise? Bon bah si on a la version risque, vous savez que c'est les devises Como qui euh, qui seront les plus pénalisées. Donc ce sera l'AUD yen qu'il faudra privilégier, c'est pas l'USD yen, d'accord? Donc l'USD yen techniquement, bon bah il y a un petit repli à court terme, hein. Si on se met en 4 heures, vous voyez, on a un repli du dollar, malgré fait qu'on ait la BCE, hein, malgré fait qu'on a le DXY qui s'est envolé, qui a rejoint ses sommets 2018, vous voyez que le SDN était baissier, hein. Il est baissier depuis cette nuit. Baissier depuis cette nuit parce que le yen, tout simplement, surperforme dans ce contexte d'aversion au risque. Dans ce contexte où on a un VIX qui progresse et on a des craintes sur le ralentissement de l'économie mondiale, finalement, qui sont intégrées dans le prix du VIX. Le VIX, il monte, le yen, il monte. Et donc le USD yen baisse. Toutes les paires en yen baissent dès qu'on a le VIX qui monte. C'est tout simple. Il peut avoir la BCE n'importe quoi. Si le VIX bondit, enfin, il est en hausse, pas de 1%, hein, je parle, en hausse d'au moins 5%, on va dire, c'est pas une règle à prendre, d'accord, à utiliser, hein, mais voilà, dès qu'on a quand même une hausse significative du VIX, eh bien le yen a de très 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 fortes chances de surperformer. Donc c'est pour ça que le dollar yen n'est pas en hausse malgré la BCE, hein. Et donc là on vient en bas du canal. Donc wait and see, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour moi, bah, si on a une poursuite de la hausse du VIX, faudra pas du tout acheter le bas du canal parce qu'il y aura des chances qu'on y passe, hein, qu'on passe en dessous de ce canal qui se transforme en biseau. Vous voyez, on en parle depuis quelques semaines. 1, 2, 3 points de contact. 1, 2, 5 points de contact, c'est suffisant pour un biseau, c'est clairement suffisant. Et bah, si on y sort, techniquement, je parle bien, on aura l'objectif sera un retracement intégral de ce biseau. Donc le biseau, on l'a commencé à ce moment-là, d'accord? On l'a commencé ici. Donc l'objectif, c'est qu'on aille revenir vers 108. Voilà, 108, 50. 108, 50. Ce sera l'objectif. Mais encore une fois, si on a la version risque, plus que l'USD yen, c'est l'AUD yen qui sera le plus baissier. Vous savez que c'est le baromètre d'aversion risque et l'AUD yen, regardez, hop là, ça, on est à un plus bas depuis début février. Or, sur l'USD yen, on est à un plus bas depuis seulement voilà, une semaine, hein. Donc vous voyez que l'AUD yen commence à accélérer à la baisse. En journalier, belle, non, pas de div, pas vraiment de div, mais voilà, ça c'est baissier. Plus bas, on est un plus bas. Donc là, 77,44. On en avait parlé hier, me semble. Alors, je me souviens plus hier ou avant-hier. Donc, si on sortait, c'était un signal baissier jusqu'à 77,44. Alors, si vous pouvez me rappeler, c'était quand qu'on en avait parlé, ce serait génial. En attendant, bien, si on, je vous dis, si on passe sous 77,44, 77,44 qui est un niveau quand même majeur, hein, parce que regardez, on avait une baisse importante et on avait eu ce rebond après une baisse importante. Donc, vous voyez que là, on a un puissant niveau de support. Donc, bah, je dis pas qu'on va rebondir et venir chercher 80, mais en tout cas, on va avoir un petit rebond. Ça me semble possible qu'on ait un petit rebond à ce niveau de prix avant une nouvelle baisse. Et si on a une nouvelle baisse, eh bien moi, le prochain support, c'est un support psychologique, c'est 75. Voilà, 75. Pour moi, on ira chercher ce niveau de prix si voilà, si on a une poursuite de la hausse du yen et du VIX. Donc c'était hier, me dit François, au niveau de la UD yen. Donc voilà, c'était hier. Alors je suis moi, me dit François. Ah bah parfait, parfait. Bah voilà François, hein. Génial. Si vous êtes à la vente sur les yens. Bon, le vente à UDN, vous savez que ça revient à vendre le S&P, hein. Et ça revient malheureusement pour un scénario haussier du pétrole, ça revient à shorter le pétrole, hein. Je refais voir ce graphique que je vous ai pas fait voir depuis quelques jours, mais que vous connaissez pour ceux qui sont habitués de ce point de marché. À UDN, d'accord, on va se mettre sur, allez, 3 mois, même 6 mois, allez, hop, soyons fous, 6 mois. Et on va superposer le S&P et on va superposer le Brent. Le S&P et le Brent. Voilà. Donc vous voyez qu'on a une corrélation. Alors je sais pas pourquoi le Brent il a cette tête. Brent. Voilà. Donc vous voyez que les trois sont globalement assez dépendants l'un de l'autre, hein. Tout simplement parce que les trois sont des baromètres, s'apprécient lorsqu'on a de l'appétit au risque et ce
déprécient lorsqu'on a de l'aversion. C'est pas qu'il y a une corrélation directe, mais en fait ils réagissent de par les mêmes sources en fait. D'accord. Bah la UDN il est en baisse, le S&P est en baisse. Donc si vous êtes déjà short S&P, sachez que si vous shortez la UDN, ça revient à avoir une double position à la vente sur le S&P. Hein. Voilà, faut le savoir, faut en être conscient. Vous vous exposez 2 fois à la vente du S&P. Ça dépend ce que vous préférez. Si vous préférez acheter plutôt être sur le forex, plutôt être sur les indices, plutôt être sur les matières premières, mais voilà. L'idée c'est qu'on ait un retour de l'aversion au risque à court terme. Donc là, UDN s'est baissier, le S&P. Pétrole pour moi il tient, mais voilà, si dans l'idée on a une panique, bah le pétrole il y a des chances de reculer. Mais bon, pour le moment on n'a pas les signaux baissiers sur le pétrole, c'est pour ça que je passe pas à la vente. Donc voilà, ne pas non plus se surexposer à la vente, ne pas se surexposer sur la version au risque, d'accord. Si vous êtes déjà à la vente sur le S&P, si vous êtes déjà à l'achat sur le gold, et encore le gold, bon, non, on peut l'exclure. Parce que le gold, il y a 2 facteurs qui influencent l'or, c'est le dollar ou l'aversion au risque. Donc à la rigueur, l'or, on va pas le mettre. Mais si vous êtes déjà à la vente sur la S&P et à la vente, imaginons, je sais pas moi, sur le CAC, est-ce que ça vaut la peine de se mettre à la vente sur la UDN? Sachez que vous allez juste vous exposer encore plus sur la version au risque. Donc faut pas non plus trop s'exposer d'un point de vue money management. Je parle bien de gestion de risque. Maintenant, si vous préférez, au lieu de prendre, je sais pas moi, 10 lots à la vente sur S&P, vous préférez splitter vos positions, par exemple prendre, je sais pas moi, 3 lots à la vente sur le S&P, du coup 3 lots à la vente sur le CAC et 3 lots à la vente sur le DN, là pourquoi pas, mais ne pas penser que shorter la DN revient à se diversifier. Non, ça vient simplement à se concentrer, à mettre davantage ses billes sur la version au risque. Les devises sont coupables de ce sell-off. Alors, c'est pas les devises sont coupables, c'est il y a des arguments fondamentaux derrière. D'accord. Les devises baissent parce que c'est pas parce qu'il y a une oblique que les devises baissent. Hein. D'accord. C'est pas parce que je sais pas moi, il y a le RSI qui passe quelque part que le RSI que une devise monte. Hein. Ça c'est des signaux techniques. Il y a des sources, c'est des fondamentaux. Ah, voir question précédente, pardon. J'ai pas lu la question précédente, c'est vrai que si je l'ai pas. Alors, pourquoi aurait-on une panique sur les banquières? Hier, on a vu que le fait d'attendre septembre pour le TLTRO a été apprécié comme une mauvaise surprise. A-t-on une corrélation avec les cycles économiques et les secteurs indices? Alors oui, pour la dernière question, oui. Cycle économique, secteurs indices, bien évidemment, il y a une corrélation. Et pourquoi aurait-on une panique sur les banquières? Alors, je parle pas de panique sur les banquières, je parle d'une panique d'une façon générale sur les marchés actions. Ça peut venir d'un tas de facteurs. Voilà. Pour le moment, on n'a pas de panique sur les banquières. Hein. On a les banquières qui sont en baisse. Parce que forcément, si on a des taux d'intérêt qui restent faibles et même négatifs en zone euro, bah le rendement des banques commerciales sont clairement impactés. Voilà. Donc voilà, mais on n'a pas de panique, non. Les devises sont coupables de ce sell-off. Donc non, les devises ne sont pas coupables du sell-off. C'est le fait qu'on ait des taux d'intérêt bas, inchangés, et que les prévisions soient repoussées jusqu'à 2020 pour éventuellement une hausse des taux. Mais et encore, vous savez, si on annonce un tel TRO, si la BCE annonce un tel TRO, et en plus que les prévisions d'inflation, de toute façon, il suffit de regarder des prévisions d'inflation. C'est quoi l'objectif de la BCE? C'est proche mais inférieur de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est proche et inférieur de 2%. On ne sait pas, ça va être combien? 1,9, 1,8? On ne sait pas. Mais donc, il suffit de regarder les projections, voilà. Projections d'inflation de la BCE. Qu'est-ce qu'elle nous a dit hier, la BCE? Elle projette une inflation de 1,2% en 2019, en 2020 1,5, en 2021 1,6. Est-ce que vous voyez quelque part du 2%? Est-ce que vous voyez quelque part du 1,7, du 1,8 ou du 1,9? Non. Donc, est-ce qu'on aura une hausse des taux l'année prochaine avec une inflation prévue à 1,5%? Peut-être, hein, tout est possible. Mais là, comme ça, moi, je vous dirais que c'est peu probable. Et pour 2021, 1,6, bon, à la rigueur, 1,6, pourquoi pas, et encore. Et encore, j'ai du mal à imaginer une hausse des taux avec une inflation à 1,6% en zone euro. Vous voyez. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les banquières souffrent hein, en ce moment. Et depuis même plusieurs années, hein, finalement. Donc je pense. Alors, que pensez-vous de l'euro-yen et on me dit aussi la USD. Alors euro-yen a USD. Je prends une dernière question. Donc n'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment. Parce qu'il est déjà 10h04.
AUD USD sur support, divergence, petit rebond de l'AUD à venir à mon avis. Voilà, donc AUD yen pareil, regardez l'AUD yen il arrive sur support. Donc là on a l'AUD qui arrive sur deux supports face au yen et face au dollar, sauf que sur le yen on n'a pas de divergence, en tout cas sur les 4 heures. Sur du horaire il y a fort à parier qu'on en a une. Alors légère, hein, très très légère. Ah non, ça c'est pas une divergence. Alors précisément 23,56, 24, 28. Donc vous voyez très très légère divergence haussière sur l'AUD yen, divergence haussière sur l'AUD USD. Donc à mon avis on va avoir un petit rebond de l'AUD prochainement. Voilà. Qui est de court terme, attention, je parle pas de rebond de swing trading ou de moyen terme, hein. Je parle d'un rebond qui va durer probablement quelques chandeliers. Là on est sur du horaire, donc ça peut durer un jour mais pas plus, hein. Enfin, j'ai du mal à le voir beaucoup plus. Euro-yen, bah, c'est pareil, hein. Encore une fois, si on a une hausse du VIX, les paires en yen ont de très 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 fortes chances de baisser. Et donc l'euro-yen, voilà, l'euro-yen c'est bear. C'est bear, on sort par le bas du canal. On sort par le bas du canal. Donc là, l'idée, bah, on va chercher des niveaux de support. On avait un ici, vous voyez, double support. On a un peu plus bas. Vous voyez, bon, on a des supports qui, à mon avis, vont être rejoints assez rapidement. 4 heures, donc c'est méga bearish, puisque vous voyez, on est RSI il est à 24. Là, c'est clairement baissier. Par contre, on a une petite divergence haussière, tout comme sur l'euro-dollar. Donc, on peut s'attendre à un petit rebond, mais voilà, un rebond à 125. Vous voyez, un rebond à 125. Hausse du gold jusqu'à 1300, oui, au moins. Oui, au moins 1300. Je pense que là, les planètes sont alignées. On a une hausse du VIX, ce qui soutient l'aversion, enfin, ce qui est synonyme d'aversion au risque et ce qui donc soutient l'achat de l'or. Et en plus de cela, on a, comment dire, du dollar, le DXY, qui est sous une résistance. Donc tout va dépendre du dollar, si on en a envie. Si le dollar, demain, il clôture en journalier au-dessus de son plus haut 2018, bah dans ce cas-là, ça sera l'or sera sous pression. Donc 1300, ça sera l'objectif maximum sur du court terme. Par contre, si on commence à avoir un renversement du dollar, ce qui est possible, hein, vu qu'on est sous une résistance majeure, hein, vous voyez que ça avait fait office de résistance à plusieurs reprises, donc c'est possible, hein. Et si c'est le cas, si ça se confirme, bien la baisse du dollar, c'est un soutien direct à l'or. Donc voilà. Et pour l'USDCHF, me demande Berthaud, ce sera la dernière question que je prendrai. Donc l'USDCHF. Alors n'oubliez pas de me rejoindre pour le webinaire spécial NFP, hein, avant de partir. Mais n'oubliez pas, webinaire spécial NFP à 14h15. L'USDCHF, bon bah c'est la même logique, hein. Faut savoir que là le dollar, le DXY, il est sous une résistance plus haut 2018. Donc je pense que des prises de bénéfices sur dollar sont à privilégier. Donc forcément, que ce soit l'euro-dollar, bah, il y a des perspectives haussières malgré la BCE, l'or perspective haussière, l'AUD-USD perspective haussière, GBP-USD perspective haussière sur du très très court terme, sur de l'intraday. Vous voyez. Donc l'USD-CHF perspective baissière, puisqu'on a des perspectives baissières sur le dollar. Donc voilà, pour moi, l'USD-CHF il pourrait très bien revenir, alors corriger au moins 50% de cette hausse. Vous voyez, 1,008 à court terme en intraday. Maintenant, en journalier, pour le moment, c'est, bah, vous voyez, plus haut depuis mai 2017, hein. Donc là, pareil, l'USD franc, on a même un breakout au-dessus de la bande de Bollinger. Ça, c'est un signal haussier, hein, pour le dollar franc sur du moyen terme. Là, ça, c'est le plus haut depuis mars. Plus haut depuis mars. Donc ça, c'est possible que l'USD franc aille chercher ce niveau de prix finalement. Et donc là, ça y est, hein, l'épaule tête épaule, elle est invalidée, hein. Enfin, elle est invalidée. Là, on n'en avait pas. Parce que pour parler d'épaule tête épaule, il faut qu'on casse la ligne de coup. Donc là, on n'avait pas d'épaule tête épaule. C'était potentiellement, on avait fait une épaule tête épaule. Vous voyez, point d'interrogation, on n'avait pas l'épaule. Sauf que là, on a un breakout. On dépasse la tête, donc c'est plus une épaule, hein. Pas une épaule plus haute que la tête. Donc, voilà, finalement, c'était un rebond. Voilà, c'était un rebond tout simplement. Donc là, c'est bullish USD franc.
Voilà donc pour ce point de marché, merci pour votre attention. Je vous renvoie le lien pour le webinaire spécial NFP qui commencera, je rappelle, à 14h15. Ça sera avec moi-même, hein. Euh, donc ça va être très très important dans ce contexte parce que honnêtement, rapport NFP, ça peut être la goutte d'eau qui fasse renverser le vase et qui provoque un, un bond, hein, du VIX, hein. Un bond du VIX. Clairement, hein, si on a un mauvais rapport de l'emploi, avec tous les chiffres qu'on a eu, avec les banques centrales qui sont devenues dovish vraiment énormément cette semaine, hein, RBA, euh, BOC, alors que la BOC était hawkish, hein, auparavant, la BCE plus dovish que prévu. Voilà, ça sera vraiment, les investisseurs seraient inquiets, hein. Je pense que si là, ce qui tient encore, ce qui permet d'être, allez, encore un petit peu optimiste, c'est les États-Unis. La situation macro, elle se dégrade, mais elle reste quand même de loin bonne. D'accord? La croissance, elle est au-dessus de 2%. L'inflation, elle est à 1,9, ce qui est quand même pas mal. Le taux de chômage est extrêmement faible. Mais est-ce que ça va durer alors qu'on a un redressement de l'économie chinoise avec une chute des exportations? Si on a une chute des exportations, ça veut dire qu'on a une chute de la demande extérieure, hein. Donc la demande extérieure, c'est quoi? C'est pas la Thaïlande, hein, d'accord? Même si voilà, la Thaïlande, il y a une demande, mais c'est globalement l'Europe et les États-Unis, hein, la demande extérieure. On va pas j'ai pas les chiffres en tête. Si vous avez envie, on peut regarder rapidement. Du coup, on peut regarder rapidement. Alors, voilà, donc là, on va sur un site Chine, voilà, Chine, voilà. Exportation. Où est-ce que ça se fait? Donc non, on veut pas ça, nous. Nous, on veut savoir où la Chine exporte le plus en termes de pourcentage. Donc, export destination. Voilà, donc, continent. 44% en Asie, et vous voyez que Amérique du Nord, Europe, bah, à eux deux, c'est 50% quasiment. C'est quasiment 50%. C'est 40, 47. Vous voyez l'Asie, Amérique du Nord, Europe, voilà. Et parmi l'Asie, le Japon, ça représente combien? Bon, Hong Kong, hein. Hong Kong, c'est la Chine, hein, donc bon, là, c'est 11%, on peut les enlever presque, hein. Mais bon, Japon, 6,5%, d'accord. Donc, ralentissement au Japon, États-Unis, Europe. Donc vous voyez que clairement c'est bon bah si on a une chute de 20% des exportations en Chine, bah, c'est qu'il y a une demande extérieure qui est en baisse. La demande extérieure, c'est quoi? C'est bon le continent asiatique, c'est normal de pas le continent, enfin déjà un la taille du continent et deux la situation géographique de la Chine dans ce continent, hein. Mais sinon c'est clairement l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc voilà, l'Europe, on sait qu'on a un ralentissement, l'Amérique, les États-Unis également, mais c'est pas non plus un ralentissement majeur. Voilà, merci pour votre attention. Excellente journée à vous et je vous dis à tout à l'heure à 14h15 pour ce webinaire NFP, pardon.